Merci à tous d'être présents pour ma présentation. Donc, ouais, ma présentation va porter sur la préservation de la vie privée dans les systèmes d'IA. Je vais commencer du coup, essayer de tenter de trouver comment on peut définir la vie privée. Puis après, notre objet d'aujourd'hui, ça va être se focaliser sur la vie privée dans les systèmes d'IA. Donc, si on voulait faire une tentative, donner une définition à la privée, on va très vite se rendre compte que ça va être un peu plus difficile que quand on essaie de caractériser, par exemple, la sécurité, où on sait qu'on a des propriétés qui sont bien définies et que il y a pas mal de recherches sur ça. La vie privée est plus difficile à formaliser parce que avant tout, ben, c'est centré sur les humains. Et donc, euh, on peut voir que les définitions peuvent changer selon le contexte, etc. Donc, pour essayer de trouver une définition, de formaliser ou en tout cas de mieux caractériser une définition, il y a une très belle recherche qui avait été faite à Carnegie Mellon University par la professeure Laurie Kramer, qui a essentiellement essayé de demander l'avis à différentes personnes, donc des enfants et des adultes, de dessiner ce que la vie privée pouvait représenter pour chacun. Si vous allez sur le site, vous allez trouver de très belles images de différentes personnes essayant de schématiser un peu qu'est-ce que ça signifie. Là, j'ai pris quelques exemples. Donc, on voit ici, par exemple, pour cette personne, la vie privée, c'est simplement le fait qu'il puisse avoir une frontière qui peut l'isoler à un moment donné du monde extérieur. Donc, la capacité de pouvoir être tranquille quand il fait certaines actions. On, on voit ici que cette personne voudrait que ce soit le fait qu'on ne puisse pas lire dans ses pensées parce que ça pourrait porter préjudice. On voit ici que pour cette personne, c'est le fait d'être anonyme, par exemple, c'est le fait on ne puisse pas être capable de l'identifier. Pour d'autres, c'est le fait lorsqu'on est sur Internet et qu'on est en train de faire des recherches ou lorsqu'on est en train de surfer sur le web, qu'on soit aussi anonyme vis-à-vis de personnes extérieures qui pourraient avoir accès. Donc, on voit que pour l'autre, c'était le mode incognito. Pour cette personne, c'est un navigateur navigateur Brave qui a plus de, on va dire, qui est construit par défaut ou par conception à des bonnes garanties de protection pour les utilisateurs, des bons systèmes d'anti-traçage, etc. Pour cette personne, c'est le fait que sa vie soit une sorte de boîte noire et il crée lui-même des fenêtres sur lesquelles il veut donner la possibilité si on veut connaître cette personne, que ce soit que par cette fenêtre-là que la personne elle-même a choisi de partager. Donc, on voit aussi la notion de contrôle. Pour d'autres, c'est le contexte. Donc, on va avoir différents contextes dans la vie et on voudrait que pour chacun de ces contextes, qu'on puisse choisir qu'est-ce qu'on veut garder pour soi, qu'est-ce qu'on veut partager avec le monde, qu'est-ce qu'on veut partager avec un groupe plus restrictif. La notion de contrôle revient encore ici avec cet exemple. Vous voyez que la personne veut contrôler ses préférences ou tout ce qui fait d'elle, ce qu'elle est, veut avoir le contrôle sur la manière dont cela est partagé. Et puis enfin, vous avez cet exemple où la personne dit la vie privée, c'est ce que je décide que ça soit la vie privée. Et donc, pour elle, la définition même de la vie privée, c'est une information privée qu'on n'a pas besoin de savoir. Qu'on voit à travers toutes ces définitions, c'est quand même quelque chose d'universel, c'est que c'est partagé aussi bien par les enfants ou par des adultes ou dans plusieurs pays du monde, plusieurs origines, que le respect à la vie privée est quelque chose de fondamental. Donc, on peut en ce sens dire que c'est universel. Donc, on le voit aussi à travers les différentes régulations qu'il y a dans le monde. Au Québec, ici, on a la loi 25 qui donne les garanties sur comment la vie privée des utilisateurs peut être protégée. Au niveau du Canada, on a PIPEDA. On a différents types de régulations qui vont venir définir ce que c'est que la vie privée, ce que c'est que des incidents de confidentialité, comment les gérer, comment garantir ce droit aux différentes personnes. Donc, on voit très bien que c'est quelque chose d'universel. Donc, si on revient encore sur une tentative pour donner une définition, comme je l'ai dit au début, c'est pas évident à formaliser, à dire qu'il y a une définition acceptée pour la vie privée, mais on se rend compte que dans les développements de systèmes, il y a certaines propriétés qui reviennent qu'on va utiliser
pour dire à quel point on protège la vie privée des utilisateurs. Donc, parmi ces propriétés, on a des notions comme la confidentialité, l'anonymat, la non-chaînabilité, le déni plausible et puis l'indétectabilité que je vais présenter. Donc, la confidentialité, c'est une notion que si vous avez déjà fait de la sécurité, ça va vous parler. On veut essentiellement que des entités non autorisées, donc on veut que seules des entités autorisées puissent avoir accès à la donnée. Euh, donc, c'est une propriété qui est aussi utilisée en sécurité. Et dans, on a les mêmes définitions. Le fait de pouvoir que seules des personnes autorisées puissent avoir accès aux données. On va voir qu'il y a d'autres propriétés en sécurité qui sont en conflit avec certaines propriétés de vie privée. Mais pour la confidentialité, c'est pas le cas. Donc, ensuite, on a l'anonymat. Dans l'anonymat, l'objectif, c'est essentiellement, on veut avoir l'impossibilité d'identifier une personne dans un groupe de personnes. Donc, si par exemple, un attaquant ou un adversaire observe une base de données ou plusieurs enregistrements, il ne devrait pas être capable de lier quel enregistrement correspond à une personne en particulier. Vous avez la non-chaînabilité, qui va être l'impossibilité de relier plusieurs enregistrements d'une personne, qui est une propriété aussi très désirable quand on parle de protection de vie privée, parce qu'on ne veut pas que lorsque les utilisateurs sont en train de faire des actions dans un système, qu'on puisse retrouver les différentes activités qu'ils puissent faire et donc pouvoir croiser plus d'informations sur eux. Donc, quand tu garantis cette propriété, ça va permettre de protéger les utilisateurs dans les différentes interactions qu'ils font. On a la propriété de déni plausible qui, comme je l'ai dit ici, en sécurité, le déni plausible, c'est une propriété désirable. C'est une propriété on ne souhaite pas avoir parce que si on a le déni plausible, ça veut dire que, essentiellement, le déni plausible, ça veut dire qu'on peut nier avoir accompli une action que aucune partie ne peut ni confirmer ni contredire. Donc, du point de vue de l'attaquant ou quelqu'un qui voit mettons qu'il y a une information qui circule ou qui est quelqu'un à partager une information, il doit être impossible pour l'attaquant de pouvoir conclure que c'est une personne en particulier qui a fait cette action-là. Donc, on peut voir que c'est bénéfique dans des contextes tels que un lanceur d'alerte, par exemple, qui publie une information d'utilité publique, on voudrait préserver on voudrait lui donner le déni plausible, ce qu'il soit impossible pour quelqu'un de savoir que c'est lui qui a publié l'information. Dans le journalisme, c'est aussi une propriété qui est intéressante. Mais comme je l'ai dit, en vie privée, c'est super intéressant, mais pour la sécurité, c'est pas une bonne propriété parce qu'en sécurité, on va avoir une trace de toutes les actions qu'on a dans un système. Donc là, on voit un exemple où les propriétés peuvent se contredire. Après, on a la non-détectabilité ou l'indétectabilité qui va être l'impossibilité de détecter l'absence ou la présence d'une personne concernée. Donc, l'objectif ici, c'est que ça doit être impossible, par exemple, s'il y a une entrée dans un système qui a un événement, de pouvoir savoir à qui ça correspond, ou lorsqu'on observe un résultat ou on va dire un modèle d'IA, par exemple, de pouvoir déduire qu'il y a la présence ou l'absence d'une personne en particulier dans le lieu d'entraînement. Donc, c'est aussi des propriétés qui sont intéressantes. Donc, où est-ce qu'on peut avoir envie où est-ce qu'on a besoin de ces propriétés? On va les utiliser dans différents contextes qui va être relatif, où on voudrait protéger la vie privée soit- que ce soit dans le développement de systèmes de communication, dans le développement de systèmes pour l'authentification, dans la publication des données et puis dans l'intelligence artificielle aussi, qui va être l'objet de ma discussion d'aujourd'hui, de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, de manière générale, si on prend un modèle d'IA, on peut regarder sur les propriétés classiques qu'on connaît en sécurité, qu'est-ce qu'un attaquant peut essayer de faire. Si on regarde la confidentialité, l'attaquant peut essayer d'extraire des informations sur les données, le modèle qui a été entraîné ou l'environnement du modèle. Donc, l'environnement ici, ça va inclure la base de données d'entraînement du modèle, ça va inclure les hyperparamètres du modèle, ça va inclure différents types d'informations. Donc, l'attaquant voudrait comme extraire ces informations-là. On a l'intégrité qui va être des attaques où l'attaquant va essayer de contrôler de manière ciblée ou non la prédiction du modèle. De manière ciblée, ça veut juste dire que il veut avoir une garantie que l'attaque qu'il fait va donner une sortie, une prédiction spécifique. Ça peut être aussi non ciblé dans le sens qu'il voudrait juste que le modèle se comporte de manière irrationnelle ou de manière que le modèle fasse suffisamment d'erreurs pour que ça crée une dommage au niveau de la plateforme qui a développé le modèle. Et enfin, on a la disponibilité où ici l'attaquant va chercher à faire du déni de service, va essayer de faire du déni de service. Donc,
On va se concentrer essentiellement sur les menaces pour la vie privée. Donc, on va faire un focus sur les enjeux de confidentialité, confidentialité du modèle et de son environnement, et la confidentialité des inputs qu'on va utiliser pour la prédiction. Donc, lorsque on définit les attaques, c'est intéressant de considérer le modèle d'adversaire. Et ce modèle d'adversaire, ça prend en compte la capacité de l'attaquant. Et cette capacité, on peut l'expliquer sur différents, déjà au niveau de l'accès. L'attaquant peut avoir un accès en boîte blanche ou en boîte noire au modèle. Donc, un accès en boîte blanche, c'est lorsque l'attaquant a concrètement le modèle en sa possession. Ça veut dire qu'il a le poids du modèle. C'est comme essentiellement actuellement, on a des modèles qui sont distribués sur des plateformes comme Hugging Face, par exemple, qui sont en open weight où n'importe qui peut télécharger le modèle et puis pouvoir l'utiliser en local. Donc déjà, on voit qu'il y a de plus en plus de distribution de modèles via ces plateformes-là. Mais aussi, on peut obtenir des modèles avec de l'ingénierie inversée. Donc là, je donne un exemple où il y avait un modèle qui était disponible sur iOS qui a pu être extrait par quelqu'un qui voulait faire qui faisait de la rétro-ingénierie. Donc, on peut considérer ça, ce type d'accès réaliste dans certains contextes parce que c'est possible par ingénierie inversée de récupérer un modèle, même si celui-ci n'était pas initialement prévu et distribué de la sorte. On a également l'accès en boîte noire, où ici, on va se limiter à considérer le modèle comme un oracle, où du point de vue de l'attaquant, il va juste avoir des accès en termes de soumettre des inputs et obtenir des prédictions. Donc ça correspond au scénario qu'on voit aussi sur de ce qu'on appelle le machine learning as a service, où un modèle va être hébergé dans des services info-nuagiques et puis accessible via des API pour les utilisateurs. Et donc, si on essaie de voir l'ensemble des différentes attaques, si on considère les propriétés de sécurité que j'ai présentées tantôt, et aussi les phases pour un modèle, donc à la fois en entraînement, en inférence, on peut voir qu'il y a pas mal d'attaques qui existent. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces attaques-là qui vont viser la confidentialité, qui vont aussi intervenir au moment de l'inférence. Je connais pas vraiment d'attaques qui vont viser la confidentialité, qui soient spécifiques à l'IA, que je dirais que c'est au moment de l'entraînement. S'il y a des attaques ici, c'est des attaques qui visent la confidentialité au sens large, mais rien de spécifique à l'IA, ou en tout cas, c'est pas suffisamment étudié dans la littérature, à mon avis. Ça peut être des attaques sur le pipeline dans l'ensemble. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de ces attaques-là. Donc, on va parler de trois types d'attaques qui vont viser la confidentialité du modèle et des données d'entraînement. Et on va parler aussi des enjeux qui sont autour de la confidentialité de l'input lorsque les utilisateurs utilisent des systèmes d'IA. Donc, dans le premier cas de la confidentialité des inputs, les enjeux qu'on a, c'est qu'on est dans un contexte de machine learning as a service où on a un système de prédiction qui est accessible via une API à des utilisateurs. Donc, ces utilisateurs, on peut se trouver dans des scénarios où les utilisateurs vont avoir des données sensibles, comme par exemple, mettons que c'est une plateforme qui permet de faire du diagnostic médical. Les utilisateurs viendraient soumettre donc des descriptions de leurs symptômes ici et puis ils recevront des recommandations. Si ce service est hébergé et qui n'est pas comme contrôlé par les utilisateurs, ça veut dire que n'importe qui se trouve ici pourrait avoir accès à ces données-là. Donc, dans certains scénarios, on pourrait vouloir protéger ces données-là. Donc, la problématique, c'est comment on peut obtenir des prédictions sur une donnée sans révéler la valeur d'entrée au modèle. C'est ça qu'on veut essayer de gérer ici quand je parle de collecte d'input privé. Après, je vais parler aussi des attaques qui vont toucher l'environnement du modèle. Comme je l'ai dit, je vais parler de trois types d'attaques. La première, c'est l'inférence d'appartenance. L'inférence d'appartenance, c'est une attaque où on va supposer que l'attaquant a accès en boîte noire au modèle. Donc, on peut soumettre un profil au modèle et demander une prédiction. Et à partir de la prédiction du modèle, l'attaquant va essayer de deviner si le profil en question a été utilisé dans le jeu d'entraînement du modèle. Donc, si on est dans un contexte médical, par exemple, ce qui va se passer, c'est, mettons que c'est une clinique qui a décidé d'entraîner un modèle sur des données très sensibles de patients et qui expose ensuite le modèle via une API de prédiction.
un attaquant qui connaît une personne particulière dans la population pourrait se demander est-ce que cette personne-là a contribué au jeu d'entraînement. Donc, il va soumettre son profil et puis essayer d'avoir des prédictions. Donc ici, l'information qu'on apprend avec cette attaque, c'est juste un booléen, là, un ou 0, si l'individu est présent dans la base de données d'entraînement. Donc, en soi, on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais si on prend en considération le contexte de la base de données ou le contexte du modèle, on peut se retrouver dans des incidents de confidentialité qui sont assez critiques parce que le contexte révèle aussi des choses sur la personne. Donc, si c'est une clinique qui traite, par exemple, des patients atteints du cancer, le fait d'apprendre que l'individu ces données ont contribué au jeu d'entraînement, ça veut dire qu'on apprend en plus que il a potentiellement eu le cancer ou qu'il a suivi un traitement spécifique relatif à cela. Donc, c'est en ça que ça devient un enjeu de vie privée important. Euh, donc, une des raisons pour laquelle ces attaques marchent, c'est parce que les modèles d'IA, ils vont tendance à avoir des comportements différents sur des données qu'ils ont déjà vues pendant l'entraînement et des données ils n'ont pas vues pendant l'entraînement. Donc, par exemple, lorsqu'un modèle a overfité ou on a eu du surentraînement, on va avoir des confiances élevées sur des instances qu'on a déjà vues. Et donc, ça peut être exploité par l'attaquant pour distinguer des membres de non-membres du jeu d'entraînement du modèle. Euh, donc, il y a différents types d'attaques qui se sont développées dans ces dernières années. On a des attaques qui sont très efficaces actuellement pour quantifier ce risque. Là, je vais présenter la toute première attaque qui avait été proposée sur le sujet. Donc, il va se baser sur ce qu'on appelle le shadow training, qui est encore utilisé jusqu'à maintenant. L'idée, c'est qu'on a un modèle qui a été entraîné. Donc, ça, c'est le modèle cible, c'est le modèle dont on veut savoir qui est inclus dans la dans le jeu de données d'entraînement. L'attaquant va essayer d'entraîner des modèles qu'on appelle des shadow modèles, des modèles ombres ils vont avoir à peu près la même configuration que le modèle cible. Donc, l'attaquant contrôle lui-même son jeu de données d'entraînement. Il pourrait par exemple aller l'entraîner sur le même plateforme de machine learning as a service que la cible. Et il va ensuite, donc, pour ça, il faut qu'il obtienne un jeu d'entraînement. Donc, ici, dans la littérature, il y a différentes hypothèses qu'on fait. L'attaquant peut connaître la distribution du jeu d'entraînement qui a été utilisé ici, ou l'attaquant peut faire de la génération synthétique avec différentes stratégies, incluant des données, des statistiques générales de la population ou aussi des méthodes plus adaptatives où on va utiliser le feedback du modèle cible pour améliorer la génération de données d'entrée. Mais une fois qu'on a nos données d'entrée, on va entraîner des modèles. Est-ce que l'attaquant, il fait en entraînant son modèle 11, c'est spécifiquement, comme il contrôle le jeu d'entraînement, il va aussi, il va créer une autre, il va utiliser son test set, en fait, pour pouvoir créer un label in ou out, donc, de membres, non membres pour chaque prédiction qu'il obtient. Donc, il va construire la base de données de son modèle d'attaque en obtenant des prédictions et en mettant le label membre ou pas membre selon que l'instance qu'on est en train de prédire vient du jeu d'entraînement ou pas du jeu d'entraînement. Ensuite, il va apprendre un classifieur qui va essayer de distinguer le statut membre ou non membre, étant donné la prédiction du modèle, l'input en question et puis la confiance que le modèle peut avoir. Et donc ça, il va le faire pour les différentes classes que le modèle a, par exemple. Et donc lorsque l'attaquant peut apprendre le membership, les statuts de membership d'un individu, il va aller prendre la prédiction du modèle cible, ensuite le passer dans son classifieur d'attaque pour pouvoir obtenir cette information-là. Donc, en soi, comme je l'ai dit, l'attaque, il permet de savoir si une personne est inclue dans la base de données. Donc, le contexte de la base de données va avoir des incidences sur à quel point ça va être un incident de confidentialité grave ou pas. Il existe ce que moi je vois comme une généralisation de l'attaque d'inférence d'appartenance, qui est ce qu'on appelle l'inférence de propriété, où ici, on va avoir un accès au modèle et l'objectif de l'attaquant, c'est de décider si on est présent, si une personne si la base de données d'entraînement du modèle a une propriété donnée. Donc, ici, la propriété, ça peut être, par exemple, est-ce que le modèle que je suis en train d'attaquer, est-ce que sa base de données, donc, euh, pro- est-ce que les personnes ayant contribué à sa base de données ont une propriété spécifique? Donc, la toute première attaque de ce type qui avait été faite est allée chercher est-ce que
pour un système de reconnaissance de la parole, est-ce que le corpus qui a été utilisé provient d'une région spécifique de l'Inde? On peut voir que l'attaque en soi n'a absolument rien à voir avec la tâche pour laquelle le modèle a été entraîné. Le modèle a été entraîné pour être la reconnaissance de la parole, mais ici, on va faire une attaque qui va aller chercher une propriété de la base de données qu'on on peut pas anticiper ou on peut pas comme anticiper ça à l'avance, ça n'a rien de... Il n'y a pas un lien assez direct là entre la prédiction qu'un modèle peut faire et puis l'ethnicité des personnes ayant construit son modèle. Mais il reste que ces attaques sont possibles et ils ont été montrés. Il y a pas mal de résultats là-dessus. Une autre attaque de ce type qui a été faite, on a pris un classifieur de détection de minage de Bitcoin. Donc ici, c'est un classifieur qui va juste dire, étant donné la configuration de votre système d'exploitation, le profil CPU que vous avez, le profil en termes de mémoire, etc., et d'autres spécificités, est-ce qu'il y a du minage de Bitcoin ou pas sur votre ordinateur? Qu'est-ce que fait le modèle? L'attaque, il vient chercher si ce modèle en question a été entraîné à partir de serveurs, les serveurs qui ont fourni la base d'entraînement, est-ce qu'ils ont des vulnérabilités pour lesquelles ils sont pas patchés? Ou est-ce qu'ils sont patchés pour une certaine vulnérabilité? Là, le lien, c'est simplement que cette attaque a eu lieu en 2018. C'est où on avait trouvé une vulnérabilité qui s'appelle Meltdown Spectre. Et essentiellement, lorsque vous êtes patché pour cette vulnérabilité, il y a des ralentissements qu'il va y avoir au niveau de la manière dont l'ordinateur fonctionne qu'on peut en fait voir en regardant le comportement CPU, mémoire, etc. du système. Donc, le fait de pouvoir prédire cette propriété, ça peut donner une information à un attaquant si un environnement informatique, par exemple, est patché ou n'est pas patché. Et si l'environnement n'est pas patché, ben, il pourrait faire une attaque de sécurité qui exploite la vulnérabilité. Donc, on peut voir que on peut passer facilement d'une attaque de vie privée pour aller faire des attaques de sécurité. Donc, c'était une démonstration assez impressionnante de cette attaque-là. Je mets la référence aussi en bas pour ceux qui sont intéressés. Donc, comme je l'ai dit, c'est une généralisation parce que l'inférence d'appartenance, c'est essentiellement, on va vérifier la propriété. Un individu appartient au jeu d'entraînement. Mais ici, la généralisation, c'est qu'on peut vouloir chercher d'autres propriétés du jeu d'entraînement. Cette attaque est aussi connue sous le nom de l'inférence de la distribution du jeu d'entraînement. Donc, on veut apprendre n'importe quelle propriété sur la distribution du jeu d'entraînement. Ça peut être la composition des différents sous-groupes démographiques qui ont entraîné le modèle, etc. Et enfin, le troisième type d'attaque que je veux présenter, c'est l'extraction de modèles. Donc, dans une attaque d'extraction de modèle, on a un modèle qui est accessible via des prédictions et un attaquant va utiliser les prédictions pour construire un modèle copie. Donc, un substitut qui pourrait utiliser en local pour ne plus avoir à payer, par exemple, pour l'API qu'il utilise. Donc, en soi, c'est pas une attaque directement spécifique à la vie privée, mais on sait que beaucoup d'attaques qu'on fait pour la vie privée, ils ont des limites en termes de requêtes, puisque vous devez faire plusieurs requêtes au modèle pour pouvoir obtenir suffisamment d'informations pour faire l'attaque. Donc, le fait d'avoir un modèle en boîte blanche, puisque vous l'avez copié, ça donne un avantage additionnel aux attaquants qui vont pouvoir améliorer des attaques qui sont très gourmands en termes de requêtes, par exemple. Et aussi, ben, des fois, les propriétés de ce modèle-là peuvent révéler aussi des choses sur le modèle original. Donc, ça reste aussi viable et ça fait partie des attaques en tout cas, beaucoup d'entreprises considèrent comme importantes à gérer. Donc, à titre d'exemple, plus récemment, vous avez vu qu'il y a eu des accusations de distillation de modèles, par exemple, des plateformes d'IA générative qui accusent d'autres plateformes d'avoir copié leur modèle. Donc, cette attaque rentre un peu dans cette catégorie-là. Donc, le principe est simple. On va collecter des prédictions du modèle original et à partir de ces prédictions, on va pouvoir entraîner un modèle. On va pouvoir entraîner un modèle copie. Et généralement, on va mesurer la qualité du modèle volé avec une notion qu'on appelle la fidélité, qui va être un peu le, à quel point le modèle volé est d'accord avec le modèle original sur un certain nombre d'instances. Donc, on voudrait aller maximiser cette fidélité-là pour rendre le modèle volé le plus utile possible. Donc, avant de parler des contre-mesures, je vais faire un petit tour sur
on va dire, des boîtes à outils ou des gadgets qu'on peut utiliser pour les implémenter. Donc, la première, c'est la confidentialité différentielle. Euh, la confidentialité différentielle, c'est une propriété d'un modèle, d'un algorithme qui va opérer sur des données personnelles. Et on va dire que notre algorithme qui va manipuler des données privées a la confidentialité différentielle si je prends n'importe quel jeu de données adjacent. Donc, un jeu de données adjacent, il y a différentes notions, mais un jeu de données adjacent, essentiellement, c'est un jeu on dit que deux jeux de données sont adjacents s'ils sont différents que d'un individu. Donc, mon algorithme a la confidentialité différentielle si je prends par exemple un monde dans lequel une personne particulière n'est pas présente et que je regarde la distribution de sorties. Je vais avoir à peu près la même distribution de sorties dans un monde où cette personne serait présente. Donc ici, dans le monde où la personne serait présente et le monde où la personne ne serait pas présente, que la sortie de mon algorithme soit à peu près les mêmes. Donc ce que ça veut dire ici implicitement, c'est que la présence ou l'absence d'une personne ne doit pas trop influencer le résultat qu'on observe en sortie. Donc, on verra plus tard en quoi cette propriété peut être utile pour prévenir certaines des attaques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, ici, un paramètre qui va contrôler notre protection, c'est le paramètre epsilon ici, qui vient contrôler l'écart qu'on va avoir entre l'influence qu'on peut avoir sur la présence d'une personne. Et en pratique, comme je l'ai dit, la manière dont on peut le comprendre, c'est si vous prenez deux bases de données qui diffèrent donc d'une personne et qu'un attaquant observe les différentes sorties. Donc, si on applique plusieurs opérations ici, qu'on observe les sorties, pour l'attaquant, ces sorties devraient être à peu près identiques. Et si on l'a, donc ce qu'on peut comprendre, c'est que la présence de cette personne-là ne pourrait pas, ne peut pas être inférieure à partir de la sortie ici, puisque les sorties sont pas similaires. Donc, en pratique, pour choisir le paramètre de confidentialité, ce qui est recommandé, c'est d'avoir des epsilon le plus petit possible, de sorte à ce que cet écart soit le plus petit. Donc, ça veut dire que la présence ou l'absence d'un individu n'est pas influent sur le résultat qu'on observe. Donc, plus on va avoir des données, des valeurs petites, plus on va avoir plus de confidentialité. En revanche, des fois, ça peut détruire la qualité des données ou des résultats qu'on obtient. Et à l'inverse, plus on augmente l'epsilon, on va avoir plus d'utilité, mais on va avoir aussi moins de protection. Donc, comment je peux faire pour qu'un algorithme qui opère sur des données privées puisse garantir la confidentialité différentielle? C'est essentiellement en introduisant du bruit. Et donc, la question qu'on veut savoir, c'est comment ce bruit, comment je vais l'introduire dans le résultat que je publie. Donc, comment je sais d'abord quelle est la quantité de bruit que je dois introduire pour mieux contrôler le compromis utilité-vie privée? Où est-ce que je vais mettre le bruit et comment je peux quantifier l'erreur que ce bruit il a introduit sur mon système? Donc, pour ça, il y a différents mécanismes qui ont été proposés et la majorité de ces mécanismes ont besoin d'une notion clé qui s'appelle la sensibilité globale, qui va venir me dire à quel point une personne a contribué à la sortie de mon algorithme. Donc ici, on définit la sensibilité globale comme la définition maximale qu'on peut observer sur deux bases de données adjacentes. Donc si je prends une requête, par exemple comme le comptage, et que je compte le nombre de personnes ayant une propriété dans deux bases de données adjacentes, je sais que le total va être au plus de 1 parce que je peux être dans une situation où la personne absente avait la propriété qui va donc réduire le total, ou dans un scénario où la personne absente n'avait pas la propriété et donc on va être dans tous les scénarios au plus à 1 de différence. Donc, on voit que la sensibilité est indépendante de la base de données. Elle est vraiment spécifique à la fonction qui vient opérer sur la base de données. Une fois qu'on l'a déterminée, on est en mesure de pouvoir savoir comment insérer le bruit. Donc, un exemple de mécanisme classique qu'on utilise pour la confidentialité différentielle, c'est le mécanisme de Laplace qui va aller chercher donc la confidentialité de notre fonction, la sensibilité de notre fonction plutôt. Et à partir de cette sensibilité-là, il va rajouter un bruit qui va être proportionnel à sa sensibilité et qui va être contrôlé par notre paramètre de protection de vie privée. Et tout ce qu'on a fait par la suite, c'est juste de renvoyer le résultat perturbé plutôt que la valeur originale. Je prends la valeur originale et je rajoute le bruit que j'ai ainsi calculé sur mon résultat. Donc ça, c'est en théorie comment ça marche. En pratique,
c'est assez facile à mettre en pratique aussi. Donc, à titre d'exemple, là, je montre, on peut voir qu'avec Python, on peut le faire en une ligne de code. C'est essentiellement le fait de rajouter ce bruit-là on va aller échantillonner dans une distribution de la place ici. Et ça, c'est un exemple que je donne où l'objectif, c'est de compter le nombre de personnes qui sont c'est un exemple fictif que je donne dans mon cours souvent pour aller chercher le nombre de personnes qui sont des extraterrestres dans un groupe. Et là, j'ai créé les groupes de sorte à ce que ça soit 25% d'extraterrestres à chaque fois. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est à quel point la protection on peut voir qu'à partir de taille de groupes raisonnables, là, on peut voir que la protection qu'on fait avec la confidentialité différentielle ne détruit pas tant que ça la qualité de la solution. Donc, normalement, la réponse auquel on devrait s'attendre, c'est 25%. On peut voir que le bruit qu'on introduit, il ne détruit pas tant que ça l'estimation qu'on a. Donc, comme je l'ai dit, si on applique ce bruit de cette manière, on a la confidentialité différentielle avec le paramètre epsilon qu'on met. On peut montrer que l'écart maximal qu'on va avoir entre la vraie valeur et la valeur qu'on a prédit, on peut montrer qu'elle est bornée avec un théorème qui vient quantifier l'erreur maximale qu'on peut observer. Et donc, avant même de perturber les données, on peut savoir à l'avance quelle est l'utilité qu'on va avoir du mécanisme. Donc, c'est en soi un framework assez intéressant pour on va dire, préserver la vie privée lors des traitements des données. Un autre gadget qu'on va utiliser dans les différentes solutions qu'on peut trouver pour les menaces que j'ai montrées tout précédemment, c'est le chiffrement homomorphe. Donc, le chiffrement homomorphe, c'est une propriété de méthode de chiffrement qui va essentiellement nous permettre de faire des analyses sur des données chiffrées comme si ces données étaient pas chiffrées. Donc, on va pouvoir faire de la délégation de calcul, par exemple. Mettons que j'ai des inputs qui sont très sensibles. J'ai pas la capacité de faire de la prédiction ou de faire de l'analyse sur mes données. Je peux les chiffrer, les envoyer à un service infonuagique qui va faire le traitement sur les données chiffrées. Il ne sera pas en mesure donc de déchiffrer mes données et donc je garde la confidentialité de mes données lors du traitement et je récupère après le résultat et je serai le seul à pouvoir le déchiffrer. Donc essentiellement, le chiffrement au moment, on dit qu'un système de chiffrement a la propriété et donc est homomorphe si on peut trouver des opérateurs tels fait une opération fait l'opération ici, la première opération sur les données en clair, revient à faire la deuxième opération sur les données chiffrées. Donc, il me suffirait de chiffrer mes données, de demander à un serveur de faire cette opération sur mes données pour que je puisse obtenir l'opération originale que je cherche ici. Donc, comme je l'ai dit, ça va être très utile pour faire de la délégation de calcul. On peut voir comment ça peut servir pour la première problématique contre la protection des inputs on interagit avec des systèmes IA. Donc, en termes de contre-mesure maintenant, donc on va commencer par la première. La première contre-mesure, la première menace que je vais présenter, c'est on est dans des scénarios où on a un modèle avec lequel des individus veulent interagir. Les individus veulent garder leurs données ici confidentielles, donc c'est parce que c'est des données sensibles. Et le modèle n'est pas intéressé, la plateforme n'est pas intéressée à partager ce modèle-là. Parce que idéalement, on pourrait se dire, OK, pourquoi ne pas télécharger le modèle en local et puis faire les prédictions en local? On peut se trouver dans un scénario où le modèle a une propriété intellectuelle qui ne veut pas être partagée, qui ne peut pas être partagée. Donc, dans ces situations-là, les solutions existantes vont inclure le chiffrement homomorphe que j'ai montré tout à l'heure, le calcul multipartie sécurisé, qui est une autre approche aussi qu'on va utiliser pour faire des opérations sur des données privées, et des méthodes hybrides qui vont combiner les deux pour essayer de générer les limitations respectives de chacune de ces deux méthodes. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe, si je fais abstraction, je dis mon objectif, c'est d'interagir avec un modèle qui va faire des prédictions et qui va me renvoyer le résultat. Les opérations élémentaires que le modèle est en train de faire, on peut les voir sous forme de transformation linéaire et ensuite de transformation non linéaire sur ces résultats-là. Donc, le réseau de neurones, on peut le voir sous forme de couches et au niveau de chaque couche, on va voir ces opérations qui vont se faire. Donc, à chaque couche, je vais avoir une fonction
qui va prendre en entrée un input et qui va appliquer une fonction non linéaire sur une fonction linéaire, qui est ici à mon input. Donc la question, c'est que je veux pouvoir faire cette opération-là sans révéler ma donnée ici, la donnée mon entrée ici. Donc, il y a différents types de fonctions d'activation qu'on utilise en apprentissage automatique. Là, je donne quelques exemples. Donc, l'enjeu serait de comment on peut appliquer ces opérations-là sur nos données. Donc, les solutions qu'on va faire, donc la première catégorie de solutions, c'est d'utiliser le chiffrement homomorphe. Donc, le chiffrement homomorphe, dans son utilisation ici, on va juste essayer de faire toutes les opérations et au niveau de chaque couche, on va les faire sur des données chiffrées. Donc, plutôt que d'envoyer mes données en clair, je vais les chiffrer et j'envoie ça à un serveur à qui je vais demander d'appliquer du chiffrement homomorphe, là, du traitement de. Donc, ces calculs vont être faits dans l'espace déchiffré. L'avantage, c'est que ça va préserver la confidentialité du modèle en même temps que ça préserve la confidentialité de l'input. Et les challenges qu'on va avoir ici, c'est que la majorité des fonctions d'activation qu'on a, ils sont pas adaptés au chiffrement homomorphe. Le chiffrement homomorphe est fait à la base pour faciliter les opérations d'addition et de multiplication rapidement. Donc, des polynômes seraient vraiment l'idéal. Euh, mais ce que c'est pas ce qu'on va avoir avec les fonctions d'activation, la plupart des fonctions d'activation qu'on va voir en pratique. Donc, si par exemple, je prends le relu, ça va revenir à faire une opération de comparaison, ce qui peut être un peu difficile à faire en utilisant du chiffrement homomorphe. Donc, la solution qu'on a, c'est d'entraîner le modèle sur des activations polynomiales. Donc, on va faire des approximations polynomiales de ces fonctions-ci. Donc, ici, on n'a aucun enjeu parce que c'est du linéaire qu'on fait. Ça se fait très bien avec du chiffrement homomorphe, mais pour ces opérations, on va être obligé de faire des approximations. Donc, le problème avec les approximations, c'est déjà qu'on va avoir des pertes de précision sur les résultats qu'on obtient du modèle. Donc, le modèle chiffré, il va pas performer aussi bien que le modèle original. Et ensuite, les polynômes, ils sont pas bornés, donc ça peut créer aussi des overflows, donc des erreurs qui peuvent aussi entraîner d'autres problèmes au niveau sécurité. Donc, pour éviter ça, ces dernières années, il y a eu pas mal d'avancées qui font que la partie approximation, ça devient de plus en plus jouable, ça devient de plus en plus efficace. On a des frameworks modernes comme ConcreteML ici que je mets, qui permet de facilement, en tout cas, de gérer la majorité de ces fonctions-là, en utilisant d'approximation et aussi en utilisant des tables de correspondance pour faire le mapping entre les résultats intermédiaires qu'on pourrait avoir à faire sur les opérations non linéaires. Donc ça, c'est la première catégorie de solutions. La deuxième, c'est d'utiliser le calcul multipartie sécurisé que j'ai pas présenté en détail dans les 4G, mais essentiellement, on va aller utiliser des protocoles de partage de secrets arithmétiques ou de partage de secrets booléens pour faire ces opérations non linéaires. Donc, il n'a pas les mêmes limitations qu'on a avec le chiffrement homomorphe. L'inconvénient, c'est que on doit représenter un circuit qui modélise les différentes fonctions qu'on fait au niveau des couches, qu'on doit partager avec les deux parties pour ensuite l'évaluer de manière sécurisée. Donc, le partage de cette structure-là peut être problématique pour la plateforme qui a développé le modèle parce que ça révèle des choses sur l'architecture du modèle utilisé. Je vois que le temps est en train de filer, donc je vais aller vite pour les. Je pense qu'il doit me rester encore 10 minutes. Euh, donc ici, je donne quelques exemples de solutions de plateformes qui le font, qui supportent bien le chiffrement, le calcul multipartie sécurisé. L'inconvénient qu'on a avec cette méthode, en plus de la structure qui est révélée, c'est le coût de communication qui peut être élevé parce que le calcul multipartie sécurisé, ça prend des primitives qui ont beaucoup d'échanges, dans lesquels on doit faire beaucoup d'échanges pour que le protocole se réalise. Donc, ça peut, ça peut induire des coûts de communication élevés. Donc, pour un peu résoudre les tensions qu'on a au niveau de ces deux modèles-là, on a des approches hybrides qui vont essayer d'utiliser les avantages des deux méthodes. Donc, on sait que le chiffrement homomorphe, il est très bon sur les polynômes. Donc, on va utiliser le chiffrement homomorphe pour gérer
la partie intérieure donc de notre ici, on va utiliser le chiffrement homomorphe uniquement ici, donc pour calculer pour faire les opérations linéaires. Et ici, on va utiliser le calcul multipartie sécurisé. Donc, en faisant ça, on va résoudre aussi le problème on ne partage pas la structure intégrale du modèle, on partage juste les opérations qu'on fait au niveau des activations. Donc, il y a quelques exemples de frameworks qui supportent très bien ces méthodes hybrides-là, donc que je mets ici. Donc là, ça conclut la partie protection des inputs. Donc l'idée, on s- c'est d'utiliser des solutions qui vont nous permettre de garder nos données chiffrées tout en laissant les modèles et permettre aux modèles de faire les calculs sur les données chiffrées ou en tout cas utiliser des protocoles de calcul multipartie sécurisés pour le faire. La deuxième catégorie de problèmes qu'on avait discuté, c'est les attaques qui vont cibler la confidentialité du modèle et son environnement. Donc, dans ce scénario, on a un modèle qui est entraîné sur des données personnelles. Donc, l'attaquant va essayer d'apprendre des choses sur ces données personnelles-là ou aussi d'apprendre des choses sur les caractéristiques du modèle original. Donc, on se trouve dans ce scénario-là. Euh, donc, en termes d'avancées qu'on a eues, au niveau de la protection, on a eu pas mal de développement sur l'inférence d'appartenance. Je vais présenter. Au niveau de l'inférence de propriété et de l'extraction de modèles, c'est un peu plus mitigé. On a eu quelques développements récents qui commencent à montrer des résultats pour l'inférence de propriété. Mais à date, je voudrais pas dire qu'on a des solutions qui peuvent avoir des garanties prouvables là, sur l'inférence de propriété. L'illustration de modèle, c'est aussi, on n'a pas de solution viable comme contre-mesure pour empêcher l'extraction, mais il y a des solutions qui se développent pour plus anticiper, pour détecter si un modèle volé est exploité à nouveau. Donc, si par exemple, quelqu'un a appris à utiliser un système de machine learning as a service, comme l'API de OpenAI, par exemple, il a volé OpenAI, il y a de plus en plus de solutions de tatouage numérique qui se développent qui pourraient permettre d'aller regarder le modèle volé pour déduire est-ce qu'il a vraiment utilisé la plateforme de OpenAI pour s'entraîner. Donc, pour la protection de contre-référence d'appartenance, comme je le disais tout à l'heure, une des causes, c'est que lorsque les modèles sont sur entraînement, ils vont naturellement avoir plus de confiance sur les données qu'ils ont déjà vues. Donc, pour réduire l'exploitation de surentraînement, on peut faire de la régularisation pour éviter le surentraînement. Mais ça ne donne pas une garantie formelle sur la protection qu'on va avoir. Donc, pour ça, on va aller chercher des solutions en utilisant la confidentialité différentielle que j'ai présentée brièvement tout à l'heure. Donc, on sait que par construction, la confidentialité différentielle veut en observant la sortie d'un mécanisme qui va opérer sur des données, que la présence ou l'absence d'un individu ne soit pas observable, ne puisse pas être déduite. Donc ici, notre mécanisme qui opère sur les données, c'est notre algorithme d'entraînement du modèle et la sortie, c'est le modèle elle-même. Donc on voudrait si on appliquait la confidentialité différentielle sur l'algorithme d'entraînement, ça voudrait dire que l'observation du modèle ne doit pas nous donner d'informations additionnelles sur la présence ou l'absence d'un individu. Donc par construction, on voit que la confidentialité différentielle peut être utile ici. Euh, et puis, il y a aussi des liens qu'on peut faire entre la confidentialité différentielle et la généralisation. Parce que quand on fait de la confidentialité différentielle, on est en train de rendre l'algorithme stable d'une certaine manière. Parce que, comme je l'ai dit, on veut que la présence ou l'absence d'un individu n'influence pas trop comment on dit, le résultat, que le résultat soit similaire si un individu est présent ou absent. Donc, on peut dire qu'en faisant la confidentialité différentielle, on garantit de la stabilité. Et la stabilité a déjà été approuvée comme étant une condition suffisante pour la généralisation. Donc, on peut voir qu'il y a un certain lien que la confidentialité différentielle peut être aussi utile pour avoir des algorithmes qui généralisent bien. Ah, en pratique, comment on va transformer notre algorithme d'apprentissage à garantir la confidentialité différentielle? On va voir les différentes solutions, mais pour rappeler le contexte, il y a des données privées ici sur lesquelles je vais entraîner un modèle. Et je crois que j'ai des questions.
je vais revenir aux questions plus tard. Euh, donc, j'ai des données d'entraînement sur lesquelles je vais entraîner un modèle. Donc, pour entraîner mon modèle, je vais minimiser une fonction objective qui va être, par exemple, ici, minimiser la fonction de test avec une régularisation, par exemple, et trouver le modèle qui va me minimiser cette fonction-là. Donc, je peux obtenir la confidentialité différentielle de plusieurs manières. Donc, soit en faisant la perturbation de la sortie de mon algorithme d'entraînement, en faisant la perturbation de ma fonction objectif ou en faisant la perturbation de l'algorithme moi-même, donc de la boucle au niveau des itérations que je fais. Donc, au niveau de la perturbation de sortie, c'est que j'entraînerai mon modèle normalement et plutôt que de le publier, je vais rajouter un bruit sur le poids du modèle avant de le publier. Donc ici, ça ne nécessite pas de réentraînement du modèle original, en supposant qu'on ne le partage pas. D'accord? On l'a jamais partagé, donc au moins on va décider que il soit accessible, on va rajouter ce bruit-là. Et ça va nous donner par construction un modèle qui préserve la vie privée. Donc il est utile ici parce qu'on va pas modifier on vient rien, on vient pas changer les algorithmes d'entraînement classiques. On est juste en train de perturber la sortie du modèle. Dans la catégorie modification de sortie, si on a certaines conditions qui sont réalisées, il y a d'autres approches qui peuvent être considérées, comme ici le modèle pâté, qui fait de l'agrégation de votes sur Donc ici, on suppose l'existence d'un jeu de données public non labellisé. Donc mettons l'exemple de la clinique que j'avais dit tout à l'heure. Il y a des données de patients sur lesquelles on voudrait entraîner un modèle, mais on sait que si on entraînait les modèles sur les données de patients, il y a un risque qu'on puisse inférer des choses sur les patients. Donc, on va plutôt utiliser ces données-là pour aller enrichir une base de données publique pour lequel on n'a pas d'enjeu de vie privée. Et donc, la confidentialité différentielle va intervenir dans la partie création de labels pour ce modèle-là. Donc, on va entraîner des modèles sur une donnée privée et puis on va rajouter un bruit. Donc, on peut utiliser le mécanisme de Laplace que j'ai présenté tout à l'heure sur le vote de chacun de ces modèles-là sur la donnée publique non labellisée. Et une fois qu'on aura labellisé cette donnée-là avec la confidentialité différentielle, on peut ensuite l'utiliser. Après, on a la modification de la fonction objectif. Donc, avant d'entraîner le modèle, je vais ajouter du bruit sur la fonction objectif. Puis, je vais résoudre mon problème sur la nouvelle fonction objectif, qui me donnera aussi un modèle qui préserve la vie privée. Et enfin, on a la perturbation d'algorithme qui va être je vais modifier le fonctionnement d'un algorithme d'entraînement et introduire la confidentialité différentielle dans cet algorithme-là. Donc ici, par exemple, on a des variantes du gradient stochastique qu'on peut modifier. Donc, quand je dis modifier, c'est à chaque fois on interagit avec une donnée personnelle, donc ici, nos jeux d'entraînement, on va venir bruiter l'opération. Donc, on sait qu'on va avoir à calculer le gradient. Donc, l'objectif, c'est de bruiter le gradient et d'utiliser un gradient bruité plutôt que le gradient original. Pour le faire, on va calculer la sensibilité. Et puis, l'enjeu qu'on a avec le gradient, c'est que c'est pas borné. Donc, on va faire ce qu'on appelle un clipping juste pour pouvoir le borner et faciliter le calcul de la sensibilité. Et c'est le gradient borné qu'on va plutôt bruiter. OK? Donc, c'est tout. C'est la seule opération qui nécessite la manipulation de la donnée. Donc, on va la bruiter et puis on va exécuter l'algorithme du gradient descend comme on le ferait normalement. Et par construction, cet algorithme donnerait aussi un modèle qui préserve la vie privée. Je vais terminer sur d'autres enjeux de vie privée qu'on peut avoir en apprentissage automatique, notamment lorsque les données ils ne sont pas centralisés. Donc, lorsqu'une fonction centralisée, on peut être dans des scénarios où on veut apprendre des modèles et les données sont distribuées au niveau de différents clients. Un de ces scénarios, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré, où je vais avoir un modèle que je veux entraîner en mettant en joue localement et en utilisant des données locales au niveau des clients. Donc ça, c'est un protocole qui avait été proposé par Google et qui est opérationnel maintenant sur beaucoup de téléphones. Par exemple, notamment pour faire la tâche de la prédiction du mot suivant lorsque vous envoyez vous utilisez le clavier. Donc, ce modèle vous va pouvoir utiliser votre historique, ou en tout cas les messages que vous utilisez. Mais on sait que si on le fait de cette manière, on peut révéler des choses sur les individus. Donc, l'idée, c'est de permettre aux individus de mettre à jour localement le modèle
et ensuite qu'on fasse une mise à jour globale qui va utiliser les contributions individuelles de chaque utilisateur. Donc, c'est un protocole qui se passe en plusieurs étapes. À l'étape initiale, on va télécharger un modèle qui n'est pas entraîné sur des données d'utilisateurs. Et puis, au bout d'une semaine, par exemple, ou en tout cas, à un moment donné, on va décider de mettre à jour le modèle en local. Puis, une fois qu'on a mis à jour en local, on va partager notre mise à jour locale avec le serveur qui va faire une agrégation. Et l'enjeu, c'est de faire cette agrégation de manière sécurisée. Donc, il existe différentes instantiations de ce protocole-là. On peut le faire dans des scénarios où on a beaucoup d'utilisateurs, donc je parle de l'ordre de milliards d'utilisateurs. Et donc, on appelle ça le trust device. Et l'idée, c'est d'utiliser une partie de ces utilisateurs à chaque itération pour entraîner un modèle. Et on a aussi des scénarios comme par exemple le domaine médical. On pourrait avoir plusieurs cliniques qui veulent entraîner un modèle à partir de leurs données. Le fait ils ne peuvent pas partager ces données entre eux, bon, ça va encourager des scénarios d'apprentissage fédéré aussi. On va entraîner, on va mettre à jour localement et puis avoir un modèle global. Donc, l'algorithme, il est assez simple. La manière dont ça se fait, la mise à jour locale, c'est essentiellement chaque client va utiliser ces données pour mettre à jour le modèle et c'est cette mise à jour-là qui va être agrégée au niveau du serveur. Donc, l'enjeu, c'est que le serveur doit faire la mise à jour de sorte à préserver la vie privée des personnes. Donc, pour ça, il y a des protocoles d'agrégation sécurisés qui ont été proposés. Donc, par construction, l'apprentissage fédéré, il était venu résoudre un problème de sécurité. Donc, sécurité des inputs. On veut garder les grades, les contributions de chaque client en secret et juste avoir le modèle global comme propriété. Donc, ça ne suffit pas en soi pour résoudre tous les problèmes de protection de données parce qu'à partir du modèle agrégé, on peut aussi apprendre des choses sur les contributions individuelles. Donc, on voit que dans les développements plus récents, on va utiliser aussi des approches basées sur la confidentialité différentielle pour protéger au niveau local les mises à jour. Donc, par exemple, les clients vont rajouter de la confidentialité différentielle dans leur mise à jour locale et avant que le serveur fasse de l'agrégation. Donc, je pense qu'avec ça, je vais m'arrêter et puis je vais prendre des questions.